Coucou tout le monde, bonjour en ce vendredi. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est souvent adressé lors de mes coachings, c'est est-ce que je peux dire non à mon partenaire? Et si je dis non à mon partenaire, comment je peux le faire et quelles sont les conséquences de dire non? C'est une grande question parce que beaucoup de couples se sentent dans l'obligation de rencontrer les besoins et les désirs de l'autre par crainte d'être jeté, abandonné, écarté, obligé, voire même contrainte. Hein? Voilà, obligé, contrainte, davantage. Hein? Je ne veux pas dire le mot VIOL, mais c'est un peu ça. Alors, moi, je regarde un petit peu pourquoi et d'où ça vient tout ceci. Et je me rappelle très bien, étant jeune adolescente, on parle de ça il y a un petit peu de moment, que j'ai lu l'ouvrage de Geneviève Guèvremont, qui est une auteure québécoise, dans son roman qui s'appelle Le Survenant. Et dans ce roman, j'avais été complètement surprise lorsque j'ai lu que la protagoniste féminin disait donc à sa fille qu'il fallait absolument en aucun cas refuser les faveurs intimes, sexuelles avec son mari parce que le danger de le perdre était trop immense, que c'était la façon de garder son mari à la maison. Alors, j'ai été élevée un petit peu avec cette idée-là, bien sûr, d'autant plus qu'on a été élevé, donc tout au moins dans ma génération, avec l'Église catholique et l'insistance du curé de ne jamais refuser son mari. Et on a aussi été élevé plus récemment avec cette idée de la pornographie, c'est-à-dire que la femme doit être disponible pour tous les fantasmes, aussi colorés soient-ils, que l'homme veut bien avoir. Alors, ça fait beaucoup d'influence et lorsqu'on dit qu'on vit dans des sociétés ou qu'on vit dans un système où il y a des filtres, eh bien, c'est de ces filtres-là dont je parle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fi de toute notre éducation, de notre environnement, de la littérature, de l'influence des médias, de l'influence de la télévision, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça a, tout ceci, comme conséquence sur les comportements des couples? Alors, j'entends souvent dire, surtout chez les jeunes, écoute, si je ne fais pas ceci ou cela, Tina, eh bien, c'est pas cool. Je ne suis pas cool. Je suis vieux jeu. Je suis de la vieille école. Je suis pas une féministe. Oh my God. Je ne suis pas une féministe contemporaine. Si je ne fais pas ça, il est certain qu'il ou elle, surtout il, va aller chercher ailleurs. Je dois le faire parce que je tiens à mon mariage. Alors moi, je vois dans ceci toute une banalisation de comportements qui ne sont pas nécessairement les plus heureux. Alors, il arrive parfois, effectivement, qu'il y a certains comportements, certaines demandes, certaines requêtes, certains fantasmes, certaines pratiques qui peuvent être vachement excitantes quand elles sont partagées, quand elles sont consensuelles, quand les deux partenaires arrivent à trouver une façon de les intégrer dans leur vie intime et que ça soit simple, que ça soit doux, que ça soit agréable, que ça soit amené avec art finalement. Parce que je crois que tout peut être vécu, tout peut être expérimenté s'il n'y a pas contrainte, s'il n'y a pas obligation et s'il y a une façon de faire pour amener l'autre dans le jeu pour que ça demeure un jeu. Certaines problématiques que je vois, c'est que le jeu sort de l'intimité. Il y a une espèce d'obligation, comme un devoir conjugal, qui n'a rien à voir avec le jeu. Donc, ça veut dire que dans ce devoir conjugal, il y a quelqu'un qui est contraint à faire quelque chose. Alors là, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut durer dans le temps dans une relation de cette sorte.
Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Évidemment, il y a les comportements, donc on peut voir toute la liste des fantasmes, toute la liste des perversités, des paraphilies, appelez-le comme vous voulez, et certains qui sont amenés donc naturellement, si je peux dire, par les individus, et d'autres qui sont amenés par l'extérieur, parce qu'on a vu ceci, on a vu cela, on veut essayer. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'essayer certaines choses ensemble. Où est-ce que là, ça commence à une problématique? C'est lorsqu'on amène des choses de l'extérieur vers l'intérieur du couple. C'est que si un ou deux des partenaires, ou l'autre des partenaires, n'est pas tout à fait en accord avec ça, pour différentes raisons. Ça peut être, je me répète, avec l'influence de l'éducation, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à ses valeurs. Est-ce que je me sens valorisée si je fais ce comportement-là? Est-ce que je me sens aimée si je me plie à ces comportements-là? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je suis dans un moment agréable? Est-ce que je suis dans un moment excitant? Est-ce que je suis dans un moment qui me permet d'échanger avec ma partenaire? Ou est-ce que je suis en train de subir ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de fabriquer un pseudo-personnage, une espèce d'alter ego, afin de protéger la personne que je suis, afin qu'elle ne soit pas blessée? Et là, c'est un petit peu ça dont j'aimerais faire l'accent aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de couples qui viennent et qui me parlent sur Messenger ou autre, qui me disent, mais comment est-ce que je peux faire pour mettre mes limites parce que certaines choses ne me conviennent pas? Le fameux schéma sur lequel je reviens souvent, le fameux schéma de la relation, c'est-à-dire je suis moi, tu es toi, il y a un champ de compatibilité, il y a un engagement, mais toutefois, il y a une zone de ligne de rupture au-delà de laquelle je ne veux pas aller. Tant que cette ligne de rupture est validée, elle est respectée, eh bien, tous les jeux sont possibles. Si la personne a envie d'être attachée par les pieds sur la tour Eiffel, why not? C'est pas un souci si tout le monde est d'accord. Mais lorsque la ligne de rupture est poussée par un des partenaires, et souvent avec une espèce de, je dirais pas de menace, mais il y a un peu de ça dedans. Si tu ne fais pas ça, c'est poche. Si tu ne fais pas ça, je me sens pas aimée. Si tu ne fais pas ça, c'est parce que tu m'aimes pas. Si tu ne fais pas ça, bien, mes envies ne sont pas répondues. Si tu ne fais pas ça, bien, peut-être que l'autre va le faire. Et j'en parle souvent, c'est tellement facile d'aller voir ailleurs aujourd'hui que la tentation de vivre tous ces fantasmes est absolument extraordinaire. Quand on est célibataire, il n'y a pas de souci. Et encore, et encore. Moi, je vois des jeunes femmes célibataires qui vivent leur vie de célibataire, qui s'éclatent comme des malades. Et c'est super parfait. Mais quand elles reviennent vers moi et qu'elles me disent « Mais Tina, soudainement, j'ai une espèce d'aigreur, j'ai une espèce de dégoût en dedans de moi parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec ce que je fais. » Là, on commence à avoir un sérieux problème. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, il y a le physique, bien sûr, le comportement physique, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a aussi le comportement verbal, qu'est-ce que je dis? Et en troisième lieu, bien évidemment, il y a l'émotionnel. Parce qu'il faut comprendre qu'une femme qui a une relation sexuelle avec un homme développe ou fabrique un surplus d'ocytocine et d'oxytocine et de sérotonine qui fait en sorte qu'elle va s'attacher beaucoup plus facilement à l'homme que l'homme va s'attacher à elle. Et ça, on oublie ça. Donc, si une femme va s'attacher à un homme
dans un contexte où elle ne se sent ni respectée, ni aimée, et ni en accord avec ses valeurs et avec ce qu'elle veut vraiment faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, déjà, on va décortiquer les deux morceaux. Je vais commencer par les mots, M-O-T-S. Les mots en sexualité, ce qu'on appelle le dirty talk, peut être intéressant. Ça peut être intéressant de se faire chuchoter des choses qu'on ne dirait autrement qu'en présence d'un partenaire en intimité. Ça peut être, ça émoustille, bien entendu. Mais lorsque ça peut poser un problème, c'est que certains mots qui ne sont pas acceptés par l'autre, les M-O-T-S, causent des mots M-A-U-X. Pourquoi? Vous savez, je suis enseignante en programmation neurolinguistique. Neurolinguistique. C'est-à-dire que les mots peuvent causer des mots parce que la signification ou l'association que certaines personnes peuvent faire avec les mots, M-O-T-S, peuvent les blesser profondément. Alors au début, on se dit, bah, c'est pas grave, c'est juste, je te fais juste te traiter de, je sais pas si je peux dire ça sur Facebook, là, tu fais juste de traiter de PUTE, je te fais juste de traiter de petite S-A-L-O-P-E, fais juste de traiter de, voilà, de tous ces mots croustillants. Ça peut bien faire. Mais si pour la personne, ces mots-là résonnent autrement, qu'est-ce que ça fait lorsqu'elle les entend à répétition? Alors, il y a un mécanisme de défense qui se fait à ce moment-là, c'est que la femme, particulièrement, va se détacher émotionnellement, spirituellement, énergétiquement de la personne avec qui elle est, pour se protéger. Donc, elle va entrer dans une espèce d'espace complètement détaché d'elle-même, un peu comme les femmes qui sont victimes de viol, c'est qu'elle se détache. Donc, elle va agir comme une mécanique, elle va jouer un rôle qui ne lui appartient pas, et elle va entendre ces mots-là qui vont s'ancrer dans son système, et au bout du compte, à répétition, tout ceci vient faire des dommages à l'âme. À l'âme. Donc, c'est important. Alors, moi, je me répète toujours, lorsqu'on veut intégrer certaines choses dans une relation intime, il est vraiment essentiel de paramétrer. Avant, pas pendant, avant. Est-ce qu'il y a des mots, M-O-T-S, que tu ne veux pas entendre? Celui-là, celui-là, celui-là. Parfait, je les enlève du vocabulaire. Est-ce que ça te va? Oui, parfait, je les intègre. Et là, on peut partir en aventure et on sait que les mots vont avoir comme objectif et comme résultat l'excitation et non pas la destruction. Parce que vraiment, les M-O-T-S font des ravages lorsqu'ils ne sont pas acceptés de façon adéquate. Deuxième volet, c'est le physique. Alors là, je vois ici, là, au nom de, et là j'en parle souvent et je vais en parler jusqu'à mort sensible, de ce néo-féminisme. Écoutez, vous le savez, je suis féministe engagée, mais là, ce néo-féministe, ce féministe de troisième vague, qui disent on a le droit de tout faire n'importe comment, n'importe qui, avec n'importe quoi. OK. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que le corps, c'est quand même le haut-parleur des émotions. Et c'est par le corps aussi qu'on fait des empreintes d'émotions. Quand on parle de guérison somatique, on parle de ça. Quand les gens ont des traumas, ça s'imprègne dans leur corps. On voit les maladies s'installer, on voit les blocages dans les articulations s'installer, on voit des allergies s'installer, on voit, voilà, tout physiquement, il se passe quelque chose quand le corps refuse.
Alors, ça peut bien aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le corps ne veut plus? Alors moi, je vais vous dire, toutes ces pratiques qui semblent être tellement banalisées et qu'on fait avec n'importe qui le premier soir. Je ne suis pas ici pour faire du slut shaming, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, ce n'est pas du tout ce que je fais dans la vie. Mais moi, je vous pose la question, les filles. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi? Quelle est votre intention réelle d'accepter de faire n'importe quoi avec n'importe qui? Est-ce que c'est la peur de ne pas être cool? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir le mec qui fait partie du 20% de ceux que vous avez targués? Est-ce que c'est parce que vous n'avez plus aucun respect pour vous-même? Est-ce que c'est parce que vous êtes blessé par le passé et que vous voulez transcender donc ces blessures-là en acceptant n'importe quoi et dire cette fois-ci, je vais être à la hauteur et je vais transcender ceci et je vais avoir le pouvoir? Peut-être. Est-ce que c'est pour faire plaisir à votre conjoint? Peut-être. L'important, c'est de savoir pour quelle raison vous le faites. J'ai des filles qui viennent dans mon bureau ou qui m'appellent, qui me disent « Tina, on m'a tellement fait du mal physiquement que j'ai un whiplash dans le cou, que j'ai une partie de mon corps qui est tellement irritée, qui est tellement brisée, qui est tellement qui a tellement été sollicitée, que j'arrive même plus à marcher. » OK. Est-ce que c'est ça votre intention? Est-ce que c'est ça votre intention? Si c'est votre intention, j'ai plus rien à dire. Il y a des femmes qui vont se laisser humilier, dégrader, pour le simple plaisir de satisfaire un homme qui se dit dominant. Et là, encore là, on mélange tout parce que le dominant ne fait pas mal à sa soumise. Donc, ce n'est pas un vrai jeu de dominant-dominé. OK? Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de séquelles physiques lorsqu'on est dans une relation dominant-dominé qui est saine, qui est paramétrée, qui est acceptée. Donc, tous ces jeux que l'on fait, puis je vais donner un exemple mais vraiment banal, d'un banal pas possible. On prend une position. On va prendre la position de la levrette. Pour certaines, c'est comme, il n'y a pas de souci, c'est rien du tout. Mais je connais des femmes pour qui c'est la position la plus humiliante qu'il peut avoir. Alors pourquoi tu le fais, ma chérie? Pourquoi tu le fais? Parce que ton mec te l'a demandé? Et moi, j'aimerais poser une question aux hommes. Je suis certaine, en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'ils me répondent, mais je suis à peu près certaine que personne ne va le faire. Qu'est-ce qui arriverait si une nana vous demandait tout et faisait tout ce qu'elle veut? Hein? Tous les comportements absolument hallucinants que les hommes font au porno sur une femme, dont la violence, l'humiliation, la dégradation. Qu'est-ce qui se passerait si soudainement on inversait les rôles et on dit au mec, ben regarde, je suis désolée mon coco, voilà ça c'est mon tour et voilà ce que tu vas subir parce que je le veux. Moi, je suis prête à parier que 99,999999999% des hommes qui diraient « Oh là, je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas avoir ça m'exploser dans le visage, je ne veux pas, etc., etc., etc. » Alors, comment ça se fait-il que les femmes acceptent ça si elles ne le veulent pas? Comment se fait-il? Eh bien, voilà, on rentre encore dans cette fameuse culture du viol, cette fameuse culture de la pornographie. Et moi, je vous dis, pour le voir tous les jours, le nombre de nanas qui sont blessées émotionnellement, qui sont blessées spirituellement, qui sont blessées physiquement,
parce qu'elles ne sont pas d'accord, mais qu'elles se sentent obligées de faire. Alors, mesdames, messieurs, mes amis, moi je vous demanderais, est-ce que c'est plus intéressant de forcer quelqu'un, même avec gentillesse, hein, mais forcer, vous dire, allez, hein, on force, pour qu'au bout du compte, les souvenirs qui vont rester tout à l'heure vont être des souvenirs quelque peu traumatisants. Quelque peu traumatisants. Je ne dis pas des gros traumatismes, mais quelque peu traumatisants. Est-ce que ça vaut la peine que ces comportements, ces mots, s'installent comme des empreintes dans votre cerveau, dans votre corps, et influencent le restant de votre intimité, le restant de vos jours? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, moi. Ça dépend de chacun. Mais moi, je vais vous dire sincèrement ce que je crois. Je crois qu'une relation, qu'elle soit avec un inconnu ou avec un partenaire de longue durée, doit être paramétrée. Pourquoi? Les gens vont me dire qu'enfin, oui, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'impulsion, voilà. C'est pas ça dont je parle. Je parle que avant, on paramètre. Ça, je ne veux pas. Ça, tu dis pas. Basta, c'est tout. Et après, on s'amuse. Alors, pourquoi cette insistance de vouloir copier la porno pour être cool, pour être une féministe troisième vague, pour garder son mec? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien d'autre que de vous perdre dans quelque chose qui est poche, qui est moche et qui est dommageable pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, pour vos émotions. Alors, l'intimité, tout azimut, olé, je suis pour à 100%. L'expérimentation, je suis pour à 100%. Mais dans des conditions de respect, de confiance, de consentement, on en parle souvent, mais le vrai consentement, là, le vrai, de dire je suis totalement en accord avec moi-même pour le faire. Est-ce que 100% du consentement est toujours comme ça? Ça serait merveilleux. Lorsqu'on est dans ce 100%-là, ça va bien, c'est merveilleux. On a peut-être la plus belle expérience sexuelle de toute notre vie avec un parfait inconnu. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez revenir à la maison et un jour ou l'autre, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que ça va déclencher ce souvenir, cet état, cette émotion. Et là, le dommage du trauma, le dommage de l'empreinte négative va être marqué, va être solidifié, va être finalisé finalement. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Alors moi, je vous dirais, amusez-vous les cocos, allègrement. Mais faites attention à vos comportements, faites attention à vos mots, soyez d'accord et surtout, n'essayez pas des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses sur lesquelles ne correspondent pas à vos valeurs, seulement et uniquement pour être cool, pour faire plaisir ou pour être cette pseudo-féministe troisième vague. Un peu de respect et beaucoup d'amour pour vous-même. Je crois que c'est la meilleure recette pour vous éclater avec l'inconnu ou avec votre partenaire. Voilà les cocos. C'est mon insight ce matin sur comment dire non, comment faire lorsqu'on nous impose des choses, simplement installer les paramètres et amusez-vous. Je vous embrasse.